bienvenue sur Agora. Les explosions de volcans ont toujours fasciné le monde à cause de la prodigieuse force de destruction qu'ils détiennent. La Terre en est parsemée à divers endroits. Mais l'un des plus dangereux de tous reste et demeure celui de Merapi. Pourquoi est-il si dangereux? De quels dégâts a-t-il déjà été responsable? À quelle fréquence se manifeste-t-il? Voilà autant de questions auxquelles la vidéo de ce jour va s'atteler à donner les réponses les plus précises. Restez avec nous jusqu'à la fin pour avoir des réponses à l'ensemble de ces questions. Si vous êtes prêts, commençons. Le volcan, l'un des endroits les plus dangereux de notre planète. Le volcan Merapi, qui se trouve au cœur de l'île de Java, à l'intersection de deux chaînes de volcans, culmine à plus de 2900 mètres de hauteur et se situe à environ 30 km au nord de Yogyakarta, une petite province dirigée par une dynastie de sultans. La région abrite plus d'1 million de personnes, dont 400 000 vivent sur les pentes élevées du volcan, bien que celle-ci soit officiellement interdite aux humains en raison de son activité volcanique intense. Des études menées par les équipes de Chris Newhall dans les années 1990 et Ralph Gertizer en 2012 ont révélé que le Merapi avait connu plusieurs éruptions d'une grande intensité au 19e siècle, suivies d'une activité typique au 20e siècle, caractérisée par la croissance d'un dôme de lave. L'effondrement de ce dôme a généré des écoulements pyroclastiques, également connus sous le nom de nuées ardentes, qui ont atteint une distance d'environ 10 km. Les pluies ultérieures ont entraîné la formation de lahares qui ont transporté les dépôts de cendres encore plus loin en aval. Bien que les risques associés aux éruptions soient potentiellement mortels, les habitants continuent de peupler les pentes du volcan en raison de l'abondance d'eau, de la fraîcheur de l'air et surtout de la fertilité des sols. Malgré une bonne compréhension du danger, révélée par les travaux de Franck Lavigne et al. En 2008 et Pauline Texier et al. En 2009, la vulnérabilité reste élevée en raison de facteurs économiques, sociaux et culturels qui influencent la perception du volcan par les populations locales. Des progrès ont été réalisés en termes de préparation des populations et de coordination de la gestion de crise, comme cela a été démontré lors d'une éruption à la fin de 2010. De plus, une culture du risque de mieux en mieux ancrée dans les mentalités a permis d'éviter une catastrophe au cours de la même période. Cependant, il ne faut pas ignorer la persistance et surtout les mutations récentes des risques sur ce volcan particulier. Les volcans en Indonésie sont le résultat d'une tectonique convergente qui se produit aux limites de la plaque continentale de la sonde qui supporte le pays. Les plaques océaniques, australiennes et philippines, plus denses, passent sous la plaque de la sonde, produisant des séismes et un volcanisme abondant en Asie du Sud-Est insulaire. Cette dynamique, appelée subduction, entraîne la fusion partielle du manteau sous-jacent et la production de magma qui remonte peu à peu vers la surface, se manifestant sous forme de lave, fluide ou explosive de téphra. Le Merapi est un volcan central qui se trouve à proximité des traditionnels pôles du pouvoir en Indonésie, ce qui a permis de collecter une solide chronologie de son activité éruptive historique. Cependant, la connaissance des autres édifices volcaniques indonésiens est bien moindre, bien qu'il y ait 127 volcans actifs dans l'archipel, dont 25 sur la seule île de Java. Ces volcans produisent généralement des éruptions explosives, typiquement associées au contexte de subduction. Les aléas éruptifs au Merapi peuvent être classés en deux grandes catégories: les coulées pyroclastiques et les retombées aériennes. Les coulées pyroclastiques se produisent généralement à l'échelle d'un bassin versant ou d'une vallée et ne dépassent pas quelques kilomètres. Elles étaient de petite taille au Merapi, déclenchées par l'effondrement d'un dôme de lave. Cette dynamique éruptive était à l'origine d'une très forte récurrence des éruptions, survenant en moyenne tous les 4 à 6 ans, généralement sur le flanc ouest du volcan, dû à la morphologie en fer à cheval de l'ancien édifice. Si l'est du volcan n'est pas touché par les coulées pyroclastiques, le sud l'a été de plus en plus depuis l'éruption de 1994. En 2010, une éruption explosive de plus grande intensité a rompu la dynamique de croissance, puis d'effondrement, d'un dôme de lave, rappelant celle survenue en 1872. Cette éruption a entraîné une abondante colonne de cendres atteignant plusieurs kilomètres d'altitude et des coulées pyroclastiques pouvant couvrir une plus grande distance et survenir non plus seulement sur une ou deux vallées, mais sur l'ensemble de l'éventail nord, ouest et sud du volcan. Les retombées aériennes sont un autre aléa éruptif qui peut menacer des espaces qui ne sont habituellement pas concernés par les aléas volcaniques. Contrairement aux coulées pyroclastiques qui restent cantonnées à ces versants et peuvent couvrir une région bien plus vaste, il s'agit de pluies de téphra cendreux pouvant non seulement menacer directement les populations, mais aussi affecter l'agriculture et les infrastructures. Les éruptions du volcan Merapi ne durent pas longtemps, seulement quelques jours à quelques semaines. Cependant, les lahars qui les suivent prolongent le risque de catastrophe et étendent la zone de danger.
Les lahars sont des coulées de débris qui sont provoquées par de fortes pluies de mousson qui ont lieu d'octobre à juin sur les flancs du volcan. Ces pluies entraînent les dépôts de cendres mal consolidés de l'éruption dans les rivières. En 2010, l'éruption du volcan Merapi a produit une grande quantité de matériaux pyroclastiques, ce qui a entraîné la formation de lahars massifs et la prolongation de la situation d'urgence pendant plusieurs années. Les lahars sont particulièrement dangereux car ils se déplacent des pentes du volcan vers les parties plus basses et peuvent atteindre les zones densément peuplées. En 2011, 266 lahars ont été recensés dans 17 rivières, dont certains ont atteint le centre-ville de Yogyakarta, situé à environ 30 km du cratère du volcan. Bien qu'ils étaient déjà très dilués, ces lahars ont endommagé des quartiers modestes situés le long de la rivière. Heureusement, les habitants ont été alertés à temps et ont pu se mettre à l'abri. Les lahars ont également entraîné des transformations paysagères importantes sur les pentes distales du volcan, où la pente diminue considérablement. Entre 2010 et 2016, un total de 430 lahars ont été recensés. En janvier 2011, un lahar a touché les villes de Jummuyo et de Sirahan, en Indonésie, un mois après l'arrêt d'une éruption volcanique. La puissance du lahar, composée de débris et de boue, a provoqué de nombreux dégâts, détruisant des maisons et des ponts et ravageant des centres-villes entiers. La route reliant Yogyakarta à Semarang a également été fermée plusieurs fois. Malgré des tentatives pour atténuer les risques avec des structures comme les sabots d'âme, la technologie était sous-dimensionnée pour faire face à ces événements. Cependant, bien que les lahars aient causé des dégâts considérables, ils n'ont heureusement causé que très peu de victimes grâce à un système de gestion de crise efficace. La gestion des lahars du Merapi, un défi exploré depuis plusieurs années. En 2003, John Major et d'autres scientifiques ont souligné la difficulté de gérer les alertes concernant les coulées de débris et ont indiqué que seuls les habitants locaux formés pourraient être efficaces. Pendant et après l'éruption en 2010, il y a eu beaucoup de lahars qui auraient pu causer une catastrophe majeure car les territoires concernés étaient très peuplés. Cependant, les populations étaient systématiquement averties à temps et ont réussi à s'éloigner des rivières, évitant ainsi une catastrophe majeure. Le système utilisé est simple. Des postes d'observation sont installés en amont de la rivière où les lahars ne présentent aucun risque de débordement. Des équipes surveillent en temps réel la rivière et lorsqu'un lahar est repéré, ils transmettent l'information au poste situé en aval qui alerte directement les personnes présentes dans le lit majeur de la rivière à l'aide d'un cantogan ou d'un sifflet. Les communautés environnantes sont alertées par SMS ou directement par des membres des postes de surveillance qui font le tour des habitations à moto. Il faut environ 30 à 45 minutes pour évacuer les parties distales des rivières du Merapi. Cette gestion communautaire a été possible grâce à l'investissement des jeunes dans des équipes de Save and Rescue, à l'utilisation des téléphones portables et des réseaux sociaux, ainsi qu'à la tradition javanaise d'entraide de solidarité. Des associations d'étudiants et des ONG locales ont également aidé à installer des postes de surveillance et à diffuser des informations relatives à l'observation des lahars. Peut-on espérer une résilience des régions entourant le volcan de Merapi ? En géographie, on appelle résilience la capacité d'un territoire à revenir à son état normal après une perturbation, comme une crise ou une catastrophe. Cependant, cette notion est ambiguë et a été discutée en profondeur. Dans le cas du Merapi, elle peut servir de cadre théorique pour comprendre comment le territoire a évolué après l'éruption de 2010. Cette éruption n'a pas été une catastrophe totale, mais elle a entraîné de nombreuses dynamiques qui ont renforcé l'instabilité et la vulnérabilité des structures sociales et économiques dans la région. Un des problèmes que rencontrent les habitants est celui du relogement. En effet, les autorités leur imposent souvent de s'installer dans un autre village jugé plus sûr après une catastrophe, ce qui peut causer des conflits. Les habitations proposées sont souvent standardisées et ne correspondent pas exactement aux anciennes maisons. De plus, certains habitants doivent maintenant habiter loin de leur territoire d'origine, dans un village où ils ne sont pas forcément les bienvenus. Pour les éleveurs âgés, cela peut signifier un chemin beaucoup plus long pour aller chercher du fourrage dans les sous-bois d'altitude. Cette situation peut mener à l'abandon des quartiers de relogement, ce qui montre que la politique ne prend pas toujours en compte la manière dont les relogés habitaient leurs anciens territoires. Bien que des consultations aient été menées, toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites. Cela peut entraîner des conséquences négatives pour les personnes qui décident de retourner vivre illégalement dans leurs anciens villages, car elles ne seront pas prises en compte dans le système de gestion des crises et ne pourront pas bénéficier des possibilités d'évacuation en cas de nouvelles catastrophes. C'est un fait qui contribue à augmenter considérablement leur vulnérabilité. Cependant, les relogements des personnes touchées par les lahars ont été moins problématiques, car les villages ne dépendent pas de l'accès au finage d'altitude et sont situés sur le talus distal du volcan. Lorsqu'un volcan entre en éruption, cela peut être dangereux pour les personnes qui y vivent. Cependant, cela peut aussi être bénéfique pour l'économie locale. En effet, les matériaux volcaniques tels que le sable et les blocs peuvent être utilisés pour la construction dans des zones urbaines en pleine expansion. En Indonésie, l'extraction de ces matériaux est une activité très lucrative qui peut rapporter jusqu'à 5 fois le salaire quotidien d'un agriculteur.
Elle existe depuis des siècles et a connu un pic après l'éruption du Merapi en 2010. Cependant, elle est devenue une industrie à l'organisation obscure en raison du manque de réglementation, de la privatisation des parcelles dans les rivières, de l'embauche de personnel extérieur et de l'augmentation considérable de l'activité. Des milliers de camions sont comptabilisés pour une seule carrière en quelques heures seulement, ce qui contribue à brouiller considérablement ce qui, au départ, était une activité spontanée d'adaptation aux occurrences répétées de l'Ahar. L'extraction de sable est devenue une industrie dont les importantes retombées économiques ne profitent pas aux populations locales. Elle est incontrôlée, anarchique et a conduit à des carrières complètement engorgées de camions de plus en plus proches du cratère. L'impossibilité d'évacuer ces sites, très encaissés et embouteillés en permanence, contribue également à augmenter considérablement la vulnérabilité des travailleurs. Malgré ces problèmes, les populations continuent d'exiger que les Lahars reprennent, car ils savent que cette activité peut être une source de revenus importante. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre les avantages économiques et la sécurité des travailleurs et des populations locales. Depuis l'éruption de 2010 du volcan, les stratégies d'adaptation économique se sont diversifiées pour aider les populations touchées à maintenir leurs liens affectifs et économiques avec les territoires qu'ils ont longtemps habités. Outre l'extraction de sable, la mise en tourisme des villages détruits de Kepurajo et Kinarejo a été une des solutions pour les jeunes qui y résidaient. Le tourisme a été un moyen pour les populations souvent peu formées et ayant tout perdu de s'assurer des débouchés économiques. En outre, cette activité a permis de surmonter le traumatisme en redonnant vie aux villages dévastés. Le tourisme dans ces régions est organisé autour du café Merapi à Kinarejo, qui est le pôle central de cette activité et anime un dense réseau de trajets en jeep reliant des sites remarquables comme des blocs imposants apportés par les coulées pyroclastiques, des points de vue sur le volcan et des carrières dans les fonds de vallée. Malgré les nombreux avantages qu'offre cette activité, elle est confrontée à des défis majeurs. Les compagnies touristiques, souvent rivales, ont rapidement vu le jour et participent à l'engorgement des carrières et des sites de visite. En outre, les boutiques de souvenirs et les buvettes qui se greffent au point de passage, obligés des jeeps, contribuent à l'exploitation des visiteurs. Néanmoins, la mise en tourisme des villages détruits a conduit à un regain de dynamisme économique autour des paysages des destructions d'éruptions, réactivant d'ailleurs le fond culturel et spirituel auquel est associé le Merapi. L'un des clous du spectacle est la maison de l'ancien chaman gardien du volcan, tué par les premières coulées pyroclastiques en octobre 2010. Mars 2023, l'Indonésie à nouveau sous les cendres du volcan Merapi. Après une éruption volcanique survenue le 7 mars 2023, les autorités indonésiennes ont instauré une zone de restriction de 7 km autour du cratère du mont Merapi. Cette zone a été établie pour anticiper tout danger potentiel et protéger la population. Abdul Mouhari, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, a conseillé à la population de cesser toute activité dans cette région, en raison des perturbations dues aux cendres et des risques de coulées de boue volcanique, en particulier s'il pleut à proximité du volcan. Yulianto, un officier en service dans l'un des postes d'observation du Merapi, a annoncé que les cendres volcaniques ont affecté au moins 8 villages proches du volcan. Le niveau d'alerte a été relevé au deuxième niveau le plus élevé en novembre 2020, après avoir montré une reprise d'activité. Merapi, un volcan avec une identité culturelle unique. La forte identité culturelle des populations autour du volcan Merapi est un atout culturel et un outil social qui leur permet de comprendre et de connaître les risques qu'ils peuvent encourir, mais qu'ils acceptent néanmoins. Le gardien des clés, appelé Juru Kunsi, est crucial pour maintenir l'équilibre de la cour du sultan de Yogyakarta, qui doit trouver un juste milieu entre le volcan et l'océan. Les traditions spirituelles anciennes héritées de l'animisme, de l'hindouisme ou du bouddhisme continuent d'être vivantes malgré la pratique majoritaire de l'islam dans la région. Les habitants ont un lien au territoire qui relève du surnaturel voire du sacré, ce qui permet de maintenir l'équilibre entre les puissances tutélaires du feu et de l'océan. En plus de la procession annuelle organisée par le Kraton, il est fréquent d'observer des initiatives de prière aux esprits du volcan qui mêlent les rites ancestraux et les pratiques musulmanes. Le gardien des clés est un acteur principal dans la question de la gestion des risques et des crises. Pendant toute la deuxième partie du XXe siècle, le charismatique Mba Marijan était le gardien des clés, dont l'influence a largement dépassé les limites de son village de Kinarejo et du Merapi. Ses prises de position pendant les périodes de crise volcanique et d'évacuation ont été largement relayées par les médias nationaux. Cependant, son influence était considérée comme un contre-pouvoir traditionnel face aux scientifiques et aux décisions politiques, et son refus d'évacuer a pu être accusé de montrer le mauvais exemple. En outre, la personnalité charismatique de Marijan lui a donné une dimension symbolique excédant son statut de gardien, le faisant endosser le rôle de garant de la culture et de l'identité javanaise. Les communautés locales ont une culture du risque solidement ancrée, qui assure certaines réactions essentielles en cas d'alerte et permet de donner une visibilité aux événements.
Il est important de considérer leur territoire comme un système aux temporalités multiples, où des aléas meurtriers dans l'immédiat fournissent des ressources qui attirent et fixent des populations à plus long terme. La mort de Marie-Jeanne a été très largement couverte par les médias et sa tombe est aujourd'hui très visitée, quasiment sanctifiée. Bien qu'il ait été critiqué pour avoir bradé son prestige à la fin de sa vie, l'ancien gardien des clés incarne la complexité du canevas culturel dont le Merapi est le centre. Cependant, cet éclatement des cadres traditionnels, culturels et géographiques de l'influence de Juru Kunsi a contribué à diffuser largement son image, tout en la dévalorisant auprès de certaines populations du Merapi. Peu importe les points de vue des uns et des autres, il faut bien s'accorder sur le fait que le volcan de Merapi se positionne comme l'un des plus dangereux au monde. Espérons qu'il ne fera plus autant de victimes à l'avenir et que les populations locales aussi sauront être assez prudentes. Merci d'être resté jusqu'à la fin en notre compagnie et à très prochainement pour d'autres aventures assez passionnantes sur notre chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager autour de vous. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de consulter les diverses sources en bas dans la partie description. Merci beaucoup et à bientôt sur Agora.